Bonjour tout le monde, ici Monsieur Orlan pour le podcast La Geste d'Orlan. Aujourd'hui, nouveau chef-d'œuvre parmi les chefs-d'œuvre, puisque nous allons parler des contes de pluie et de lune de l'écrivain japonais Akinari Ueda. Comment je suis tombé sur le livre? Eh bien, ça s'est passé une nouvelle fois quand j'étais étudiant, et si vous écoutez maintenant les épisodes, vous vous rendez compte que je dis souvent que les choses se passent quand on est étudiant, mais parce que quand on est étudiant, on a un peu plus de temps. Bien sûr, il y a beaucoup de travail, il faut étudier, mais je pense que la lecture, on peut l'intégrer dans le travail. Moi, je travaillais en musicologie et j'ai toujours considéré que la lecture d'œuvres de ce genre, de romans, de nouvelles, de littérature, eh bien, ça faisait partie de mon travail. Donc, quand j'étais étudiant, eh bien, j'avais une amie japonaise, et comme je l'ai déjà expliqué aussi, et quand j'ai un ami ou une connaissance d'une autre nationalité que la mienne, ou d'une autre origine que la mienne, ben, j'ai parfois envie de lui demander s'il n'y a pas de la musique, de la littérature à me proposer. Et donc je lui ai demandé si elle pouvait me donner quelques noms d'écrivains japonais à lire. Donc elle a été très gentille et elle m'a fait une petite liste, et parmi ces noms, il y avait celui d'Akinari. Qu'est-ce que le livre raconte? Alors, avant toute chose, je dois préciser que pour la première fois, je pense, sur la chaîne, je vais parler d'un livre qui ne raconte pas une histoire, pas parler d'un roman ici, mais plutôt d'un recueil. Parce que, effectivement, Contes de pluie et de lune, eh bien, c'est un recueil de plusieurs contes. Et il ne faut pas prendre le mot conte ici dans son sens de conte de fées ou bien de conte enfantin, parce que c'est un récit pour, j'allais dire pour tout le monde, hein. C'est plutôt à comprendre comme des courts récits imaginaires. D'accord? Je vais déjà tout de suite vous dire quelle est l'ambiance. Ce sont des histoires de fantômes. Et je dirais que certains récits ne sont pas à mettre entre toutes les mains. Euh, je pense notamment à un en particulier, c'est le chaudron de Kibitsu. Celui-là, il fait un peu peur. Mais le reste, est-ce que c'est violent? Parce que le chaudron de Kibitsu, c'est violent. Les autres, je dirais ça va encore, mais enfin, c'est bon, ça parle de fantômes, donc fantômes, ça fait peur, hein. Donc il faut faire quand même attention à ça. Alors le recueil n'est pas très long, il est composé de 9 récits. Alors les 9 récits, dans l'ordre, c'est Shiramine, Le rendez-vous au chrysanthème, La maison dans les roseaux, Carpe tel qu'en songe, Buposo, Chaudron de Kibitsu, L'impure passion d'un serpent, Capuchon bleu, et La controverse sur la misère et la fortune. Et les 9 histoires, autant le dire tout de suite, sont très plaisantes, chacune dans une atmosphère qui lui est propre. Ça, c'est important de le dire. Vous voyez, c'est court, mais c'est une sorte d'anthologie des histoires de fantômes. Donc il y a 9 histoires. À mon sens, il y en a 3 qui touchent au sublime. C'est-à-dire, pour moi, la plus belle de toutes, c'est Le rendez-vous au chrysanthème. Ça, c'est vraiment, ce conte-là, il est extraordinaire, on va y revenir un peu plus tard. La maison dans les roseaux, juste après, ça c'est vraiment aussi très bien. Et puis, bah, le chaudron de Kibitsu, parce que celui-là, il m'a vraiment fait peur. Mais je trouve que c'est vraiment, vraiment très impressionnant. Alors, je dois dire aussi que ces contes ne sont pas originaux. Ça, c'est un élément qu'il faut intégrer très vite, parce que pour la plupart d'entre eux, ils prennent leur source dans les histoires de fantômes chinoises. Ça va? Je ne vais pas raconter en détail les 9 contes, mais plutôt les passer en revue, et puis je vais m'attarder un peu plus sur 2 ou 3 d'entre eux. Donc on a le premier conte, Shiramine, et ça c'est peut-être le plus compliqué pour le lecteur non japonais ou qui n'est pas au fait de l'histoire et de la culture au Japon, parce qu'il contient beaucoup d'allusions historiques et littéraires. Donc l'histoire raconte quoi? C'est l'empereur Sutoku, ou plutôt son fantôme, qui apparaît devant le moine Sagio, et tous les deux vont avoir un débat sur la question du pouvoir et de l'éthique bouddhiste. La difficulté, elle vient du contexte historique, parce que le lecteur japonais est censé connaître. Et ça, c'est intéressant parce que
ça vous montre qu'en fonction du public auquel vous parlez, vous n'allez pas forcément dire la même chose. Quand je parle à des étudiants belges ou européens, parce que parfois j'ai un peu plus que des étudiants belges, eh bien, je peux essayer de me servir du substrat européen ou d'un héritage, si vous voulez, qu'on partage pour expliquer des choses. Bon, alors parfois c'est pas facile parce que c'est pas parce que vous connaissez quelque chose que les autres connaissent quelque chose, mais enfin, vous voyez, il y a les films, les livres, les compositeurs. Vous pouvez essayer de justement partir de là pour faire comprendre les choses, pour, vous voyez, dans le partage. Mais comme on partage quelque chose en commun, eh bien, c'est plus facile de se comprendre l'un l'autre. Si je fais la même chose avec des étudiants chinois, je ne vais pas y arriver. Normalement, même si on n'est pas chrétien, même si on n'est pas catholique, protestant, tout ce que vous voulez, on a quand même un substrat d'image lié au christianisme en Europe. Donc, moi je dis souvent que je suis un très mauvais chrétien, mais culturellement parlant, effectivement, je suis touché par cette culture, parce qu'il y a beaucoup d'images, de peintures, de musique, vous voyez, de films là-dessus, donc on est traversé par ça. Et si jamais je dois donner un cours sur, je sais pas moi, une musique religieuse, peut-être qu'en Europe, je dois un peu réexpliquer vite fait le contexte, ça va aller vite. Mais par contre, en Chine, c'est beaucoup plus compliqué parce que on est face à des gens qui n'ont pas forcément cette culture européenne. Je dis pas forcément, enlever le pas forcément. La plupart des gens, ils n'ont pas cette culture euh, chrétienne. Et donc, je me suis rendu compte que je devais beaucoup plus expliquer, beaucoup plus contextualiser. D'accord. Et à l'inverse, bah, j'ai beaucoup de références que je fais en Chine. Souvent, les étudiants, ils se moquent de moi parce que je parle tout le temps des Trois Royaumes. Trois Royaumes, c'est un roman très important que j'aime beaucoup. Et je dis, ah oui, dans Trois Royaumes, il y a ça, il y a ça, il y a ça, etc. Bon, bref. Et si je le fais en Belgique ou en France, ben, personne ne va comprendre. Mais vraiment, je pense quasi personne. Donc, vous voyez, c'est intéressant, hein, vous vous adaptez à votre public. Et ici, tout de suite, ben, qu'est-ce qu'on voit dans ce premier conte? C'est que c'est difficile parce que lui, il parle à un public qui est censé connaître cette histoire, donc il ne va pas la raconter en détail. Alors, est-ce que c'est un problème de ne pas connaître ce contexte historique? Moi, je ne pense pas. Bien sûr, on perd un peu en saveur et on laisse échapper quelques subtilités. Bon, ça, c'est comme ça. Mais en littérature, j'ai envie de dire, il faut accepter de ne pas tout comprendre et de ne pas tout maîtriser, pardon. Donc, c'est c'est une obligation, je dirais. Notez aussi que l'édition, alors j'ai l'édition, attendez, c'est quoi? Gallimard Connaissance de l'Orient. Voilà, c'est pas forcément une, alors la collection n'est pas parfaite. Moi, je trouve que parfois il y a c'est des vieilles traductions parfois, il y a des choses à redire, mais bon, pour celui-là en tout cas, ça ne m'avait pas déplu parce qu'il y a un long appareil critique à la fin et donc qui permet justement d'expliquer, de recontextualiser, de ça c'est intéressant. Ça, je trouvais que c'était intéressant. Puis bon, on peut critiquer une édition, quand c'est la seule qui existe, on peut déjà dire merci qu'elle existe. Alors on a le deuxième conte, et ça je vous ai dit pour moi c'est le conte le plus réussi. C'est le rendez-vous aux chrysanthèmes. L'histoire, elle raconte une promesse entre deux amis, c'est celle de se retrouver. C'est-à-dire que pour honorer sa promesse, un guerrier se donne la mort afin d'avoir la capacité d'aller au rendez-vous qu'il avait pris avec son ami. Ça c'est très fort, hein. C'est-à-dire qu'ils avaient fait la promesse de se retrouver, puis un des deux part très loin, il se rend compte qu'il ne pourra jamais honorer sa promesse, et donc ben, il se tue pour pouvoir retrouver son ami. Le conte, c'est une reprise d'un conte chinois, mais, ce que je vous ai dit, hein, il aime bien faire des reprises comme ça, mais, et c'est ça l'intérêt, il y a des changements opérés par Akinari. C'est pas du copier-coller, c'est pas du plagiat. On reprend quelque chose qui existe, on le réécrit pour lui donner une saveur toute personnelle à ce nouveau conte, désormais. Et j'aime tellement ce récit que
eh bien, je vais vous en proposer une prochaine fois une lecture dans son entièreté. Donc c'est pour ça ici, je ne vais pas trop expliquer, mais ce sera une lecture et comme ça vous pourrez l'écouter. On a, après ce conte-là, La maison dans les roseaux. Et ça, c'est une autre nouvelle que j'aime beaucoup pour son ambiance. Pourquoi? Parce que c'est un homme qui est amené à voyager seul, loin de son foyer. Donc il abandonne sa maison, sa femme, pour voyager. Et quand il revient chez lui, après son long voyage, qu'est-ce qu'il retrouve? Il retrouve une maison en ruine, dans laquelle il voit une vieille femme. Et pensant que c'est sa femme, il s'en approche, et c'est là qu'il se rend compte que sa femme, eh bien, n'est plus là, parce qu'elle est morte depuis longtemps, que la vieille femme qu'il voit là, c'est le fantôme de sa femme. Et pourquoi c'est bien, c'est l'histoire. Vous voyez, c'est des nouvelles, l'histoire n'est pas longue, et je vais pas trop vous détailler maintenant parce que je pense que c'est justement les détails sont intéressants lors de la lecture. Mais tout de suite, c'est l'ambiance. Parce que je me rappelle très bien La maison dans les roseaux, c'est vous sentez qu'il y a quelque chose de pas normal. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est que on commence. Vous voyez, j'avais parlé du fait que j'aime pas trop les films d'horreur, mais que j'en regarde parfois. Et au fond, c'est la même chose avec ces histoires-là. Il y a deux choses qui me fascinent dans les films d'horreur, même si globalement j'aime pas ça, pour de nombreuses raisons. La première, c'est que il y a le mystère. Et cette question du mystère, elle est intéressante parce que tant que quelque chose est mystérieux, cette chose peut avoir de l'attrait. Et c'est souvent dans les films d'horreur, on est déçu parce que c'est dans la résolution du mystère et on se rend compte que ah bon, ben, c'est que ça, c'est dommage. Alors je dis souvent, mais pas tout le temps, hein, il y a des films qui arrivent à très bien faire ça. Mais alors la deuxième chose que j'aime bien dans les films d'horreur, enfin j'aime bien, qui me fascine, et parce que je suis une flippette, hein, je vous l'ai dit, c'est que quand j'étais petit, j'avais vraiment très très peur des films d'horreur, mais vraiment, hein. Et je me souviens, parce que j'avais des grands frères, et eux, ils voulaient regarder, et donc je regardais avec eux, et je savais qu'il y avait les films d'horreur, vous pouvez les regarder jusqu'au moment où vous pouvez plus les regarder. C'est-à-dire que les films d'horreur, souvent, ils commencent normalement, et il y a un moment de bascule. Alors, il se fait plus ou moins rapidement, hein. Il y a des films où ça se fait tout de suite, il y a des films où ça prend un peu plus de temps. Et ben moi, c'était là, c'était le moment où, ah voilà, là, je dois me lever, je dois partir, et je dois arrêter de regarder. Et ben c'est la même chose ici. C'est la même chose ici, vous sentez, au départ, on raconte une histoire, puis vous comprenez pas trop, et puis au moment donné, il y a un moment de bascule, et vous dites, oh, hop, 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 ça c'est pas normal. Et c'est intéressant parce que ce moment de bascule, c'est comment on va vous le faire comprendre. Bah, ici, on le comprend très bien. Et la révélation finale, bah, c'est pas vraiment une révélation parce qu'on le comprend par des signes. On peut le comprendre par des signes avant-coureurs. Car tel qu'en songe, c'est un autre conte qui raconte l'histoire d'un moine peintre qui va être changé en poisson. Et alors là, c'est un récit vraiment plein d'humour qui donne le lac du point de vue du poisson. Et c'est intéressant parce que le moine transformé doit se confronter à un pêcheur et va exprimer toute son indignation de cette mésaventure. Donc, vous voyez, on peut avoir une histoire un peu fantastique, mais ça peut être drôle. Et donc ici, on est dans plutôt quelque chose de humoristique. C'est pas mon conte préféré, mais ça a le mérite d'exister et c'est original. Le fait d'avoir, vous savez, quand vous représentez quelque chose en littérature, vous devez le représenter d'un point de vue. Et le fait de représenter le lac, de décrire le lac que vous voyez, du point de vue du poisson, bah, ça change tout, effectivement. Donc ça, c'est intéressant. On a ensuite Boposso, et ça raconte l'épisode d'un moine qui subit l'apparition du prince, alors attendez, parce que c'est pas toujours facile à lire, Hidetsugu. Bon, pardon si je prononce mal, hein, si des amis japonais m'entendent, qui n'hésitent pas à corriger, parce que c'est pas toujours évident. Et donc ce fameux prince revient sur les lieux de son suicide, accompagné de toute sa suite. Alors, vous avez les fantômes qui font la fête et qui discutent de littérature, et le moine va être amené à confronter pardon, ses idées en la matière avec eux. Vous voyez? Nouveau conte, nouvelle ambiance. Le chaudron de Kibitsu, enfin. Ah voilà. Donc ça, c'est sans doute le conte
le plus effrayant. Je vous l'ai dit, c'est un conte que j'aime beaucoup. Donc qu'est-ce que raconte ce fameux conte? Il raconte la vengeance d'une épouse jalouse. C'est-à-dire que c'est une femme morte de jalousie, et c'est important, la jalousie. Donc cette femme morte, Isora, revient pour torturer et tuer sa rivale, la jeune Sodé, avant de s'occuper personnellement de son volage de mari. Et donc c'est un conte que j'aime beaucoup, et donc j'aimerais vous en offrir la lecture d'un extrait. Au village d'Arai, district d'Inami, province de Harima, il y avait un homme du nom de Hikoroku. Proche parent de Sodé, c'était chez lui que les fugitifs s'étaient rendus tout d'abord, et ils s'y étaient reposés quelque temps. Hikori dit à Shotaro, « La capitale, dites-vous, nul ne vous y serait d'autre qu'un secours. Restez donc ici. Nous partagerons mon bol de riz et ensemble nous trouverons bien le moyen de vivre. » Se rendant à ces paroles obligeantes, ils décidèrent de s'installer en ce lieu. Hikoroku loua une maison délabrée, attenante à sa demeure, les y logea et se réjouit d'avoir trouvé un compagnon. Sur ces entrefaites, Sodé, qui, disait-elle, avait l'impression d'avoir pris froid, commença sans raison apparente à souffrir. C'était comme si un esprit démoniaque la faisait délirer. Et il y avait quelques jours à peine qu'ils étaient arrivés en ce lieu, et voilà que ce malheur les frappait. Shotaro, dans son désespoir, en oubliait lui-même de manger et la soutenait en la prenant dans ses bras. Mais elle ne faisait que pousser des cris et semblait avoir la poitrine oppressée d'une façon intolérable. Pourtant, quand elle reprenait conscience, elle paraissait tout à fait normale. Lui se tourmentait à l'idée que ce pouvait être l'œuvre de ce qu'on appelle un esprit de vengeance. Et, qui sait, peut-être de celle qu'il avait abandonnée dans son village. Hikoroku le réprimandait. Comment une telle chose sera-t-elle possible? J'ai souvent constaté les souffrances que provoque la fièvre maligne. Quand la sensation de fièvre sera un peu calmée, ce sera comme un rêve qu'elle aura oublié. Il disait cela d'un air tranquille qui donnait confiance. Mais, à vue d'œil, il devenait manifeste que les soins n'avaient pas le moindre effet, et au bout de 7 jours, elle n'était plus. Shotaro, levant les yeux au ciel, frappant la terre, pleurait de douleur, se débattait comme un possédé en disant qu'il la suivrait. Hikoroku le consolait par toutes sortes de discours. Ce qui était, était, et pour finir, elle devint fumée sur la lande déserte. Ils rassemblèrent les ossements, édifièrent un tertre, y déposèrent un stupa, firent venir un moine et prièrent ardemment pour son salut. Shotaro, désormais, s'il baissait les yeux, avait beau soupirer après le royaume des ténèbres, il eût été vain de recourir au rite de rappel de l'âme. Levait-il les yeux quand il songeait à son pays natal, celui-ci lui paraissait plus lointain encore que les régions souterraines. Devant lui, nul passage, derrière lui, une voie perdue. La journée entière, il restait prostré. Soir après soir, il se rendait sur la tombe et s'apercevait que les herbes sitôt y avaient poussé dru. Les cris des insectes étaient d'une tristesse indéfinissable. Il avait cru que la désolation de cet automne était pour lui seul. Or, chez d'autres aussi il y avait une pareille douilleur. Une tombe nouvelle se trouvait à côté de celle de Sodé. Avisant une femme qui était venue là et qui, de l'air le plus affligé du monde, offrait des fleurs et répandait de l'eau, il lui dit « Là, quelle pitié! Si jeune, vous errez ainsi par cette plaine morte et déserte. » À ces mots, la femme se retourna. « Soir après soir, quand je viens ici, je ne manque jamais de vous y trouver, monsieur, arrivé avant moi. Auriez-vous été séparé d'une personne chère? Je comprends votre sentiment et j'en suis affligée, dit-elle, et elle pleura à chaudes larmes. Shotaro dit, il en est bien ainsi pour moi, qui ai perdu il y a 10 jours à peine une épouse regrettée, comme je reste seul au monde, sans nul appui. Venir ici, voilà mon seul réconfort. Il en va certainement de même pour vous, madame. La femme dit, si je viens de la sorte, c'est pour les restes du maître qui fut notre soutien. Il fut enterré ici tel et tel jour. Ma maîtresse, restée seule dans sa maison, en a conçu un chagrin excessif, et ces temps-ci elle a été prise d'une grave maladie. C'est pourquoi je viens à sa place, et j'apporte l'encens et les fleurs. Shotaro dit, comme je comprends la maladie de la dame, votre maîtresse,
Au fait, qui était donc le défunt? La maison qu'il habitait, de quel côté se trouve-t-elle? La femme dit: Le maître, qui fut notre soutien, personnage de conséquence en cette province, s'est trouvé en butte à des calomnies, et il a perdu ses domaines. Ces derniers temps, il habitait dans la solitude un coin de ses landes. Quant à ma maîtresse, c'est une beauté dont on parle jusque dans le voisinage de cette province, et c'est à cause d'elle qu'il a perdu maison et domaine. Ce récit n'avait pas trouvé Shotaro inattentif. Mais, mais à propos, l'endroit où cette dame mène une existence sans but est-il près d'ici? Je lui rendrai visite et la consolerai en l'entretenant d'un malheur semblable au sien. Veuillez me conduire, dit-il. La maison est un peu à l'écart du chemin par lequel vous êtes venu. Comme elle n'a personne qui lui vienne en aide, venez donc la voir de temps à autre. Mais elle doit s'inquiéter à m'attendre, dit-elle, et elle se mit en route, marchant devant lui. Ils parcoururent un peu plus de 2 chos et trouvèrent un étroit chemin de traverse. De là, ils marchèrent environ 1 cho encore. Dans la pénombre d'un bois, il y avait une maisonnette à toit de roseau. Sur une misérable porte de bambou, la lune qui avait passé son 7e jour jetait sa clarté, et l'on apercevait même un jardin étriqué laissé à l'abandon. La chétive lueur d'une lampe filtrait par le papier de la fenêtre. Désolant spectacle. Veuillez attendre ici, dit la servante, et elle entra. Debout, près d'un vieux puits moussu, il glissa un coup d'œil vers l'intérieur. Par une mince fente ouverte dans le papier, à la lueur de la flamme vacillante, les reflets brillants d'une étagère noire étonnaient par un luxe insolite. La femme ressortit. À l'annonce de votre visite, madame m'a dit de vous faire entrer. Elle viendra s'entretenir avec vous, séparée de vous par un écran. Et elle s'est avancée sur les genoux vers le rebord extérieur. Veuillez entrer par là, dit-elle, et contournant les plantations du jardin, elle accompagna vers l'intérieur. Elle entrouvit juste de quoi donner passage à une personne, la cloison d'une pièce de réception d'une double toise, et y dressa un écran bas. L'extrémité d'une vieille literie en débordait. Là, semblait-il, se tenait la maîtresse. Shotaro se tourna de ce côté. J'ai appris votre détresse et que la maladie de surcroît vous a frappé. Ayant de mon côté perdu une épouse très regrettée, j'ai pris la liberté de venir, pensant que nous nous entretiendrons réciproquement de nos chagrins semblables. La dame écarta légèrement l'écran. Quelle surprise, ma foi, de vous revoir. Je vous fais connaître la juste rétribution de votre cruauté. Stupéfait, il la considéra. C'était Isora, qu'il avait abandonnée au village natal. Le visage était blême, les prunelles éteintes inquiétaient. Devant l'horreur de la main pâle et décharnée qui se tenait vers lui, il poussa un grand cri et tomba comme mort. Voilà. Bon, ça continue évidemment, hein, mais ouais, ça fait peur, hein. Vous- Normalement, ce que vous avez senti ici, dans ce passage-là, c'est toute l'ambiance qu'il y a là-dedans. Vous voyez, on sent dès le départ qu'on n'est pas dans une histoire normale. Et il y a des petits signes ici et là qui nous font comprendre ce qui va arriver par la suite, ce qui introduit une tension fabuleuse et au fond qui vous dit mais quand ça va arriver. Ouais, et chaque fois qu'on se rapproche du moment où ça va arriver, on se dit oh, oh, hop, 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 pas si vite, pas si vite. Donc voilà. Alors, un autre passage, un autre conte, c'est l'impure passion d'un serpent. Alors ça raconte l'histoire d'amour qui transforme un serpent en femme pour vivre avec l'homme dont elle est éprise. Et je ne vais pas trop raconter l'histoire parce que le conte est tiré d'une histoire chinoise bien connue. Alors, petite devinette, est-ce que vous pouvez me dire dans les commentaires de quelle histoire chinoise très connue est tiré ce conte, cette impure passion d'un serpent? Donc je répète, hein, c'est l'histoire d'amour où un serpent va se transformer en femme pour vivre son histoire d'amour. Alors je vous donne un petit indice, l'histoire chinoise se passe en partie du moins dans la ville de Hangzhou. Hangzhou, c'est une ville du Zhejiang. C'est une très belle ville. Donc si vous avez l'occasion de voyager en Chine, bah, allez à Hangzhou, c'est très très joli. Et vous avez notamment, qui est très connu, c'est le lac, le fameux lac de l'Ouest. Donc dites-moi en commentaire si vous trouvez, d'accord? Et on verra bien si vous l'avez. Capuchon bleu. Alors ça, c'est l'histoire d'un moine qui ramène à la raison un autre moine.
Et c'est intéressant parce que le moine est décrit comme possédé par un démon. Mais il y a une ambiguïté dans le conte parce que ça représente plutôt ce démon, euh, la folie, avec des gros guillemets, hein, parce que c'est pas écrit au XXe siècle, on parle plus de folie aujourd'hui, mais c'est voilà un malheureux qui subit la folie dont il est atteint. Et comment on va soigner le deuxième moine? Il va pas faire un exorcisme standard comme on pourrait croire, mais si je me trompe pas, il va le soigner par la méditation. Et ça, c'est intéressant parce que vous voyez ici, vous avez une ambiguïté entre les démons qui vont posséder quelqu'un et en fait quelqu'un qui est atteint par une maladie ou ici, je pense, c'est qu'il ne sait plus contrôler ses passions, si je me trompe pas. Mais voilà, donc, vous voyez, nouveau, hein, nouveau fantôme, nouvelle possession, hop, et on change d'ambiance. Et puis le dernier conte, c'est la controverse sur la misère et la fortune. Et là, c'est une sorte de dialogue philosophique entre un guerrier et l'esprit de l'or. Et ce conte a ceci d'intéressant qu'on y retrouve des échos de tous les contes rencontrés jusqu'ici. Donc il est une sorte de synthèse, de conclusion du recueil qui permet de relier tous les récits en plus de leurs points communs, qui sont les fantômes. Voilà. Donc, vous voyez qu'un recueil, c'est pas obligatoire de procéder ainsi. Soit vous pouvez avoir une suite d'histoires qui n'ont aucun lien ou très peu euh, les unes entre les autres, ou vous pouvez au contraire commencer à dispatcher des contes différents qui, en apparence, ont l'air, bon, ils ont un point commun, ils parlent tous de fantômes, mais sinon, ils ont l'air tous différents. Et puis, dans le dernier, hop, vous rassemblez le tout, voyez, et vous en faites une sorte de synthèse. C'est un effet assez saisissant. Pourquoi est-ce qu'on peut lire le livre? Vous l'avez compris, pour son ambiance. Chaque conte a la sienne, mais le tout donne une saveur très différente de ce qu'on trouve en Europe en matière d'histoire de revenants. Le recueil aussi est une anthologie du genre fantastique au Japon. Il n'est pas long, hein. Dans l'édition que j'ai ici en traduction, c'est à plus ou moins 150 pages. Mais c'est une anthologie, et donc le fait que ce soit une anthologie et que ce soit pas si long, eh bien c'est pratique pour commencer, je trouve. Et toutes les variétés de fantômes sont représentées. On a également la subtilité et la délicatesse de l'écriture. J'espère que vous avez pu le sentir lors de la lecture. Si vous ne l'avez pas senti lors de la lecture ici, lors de l'autre conte que je lirai la prochaine fois. Et cette subtilité, cette délicatesse de l'écriture rappelle une fois de plus que le genre fantastique peut être traité de manière littéraire. Ici, c'est la création minutieuse de l'atmosphère qui importe plus que les histoires elles-mêmes. C'est, si vous voulez, ces atmosphères qui sont créées au fur et à mesure, elles sont plus importantes que les apparitions des fantômes eux-mêmes. C'est ça qu'il faut bien comprendre. C'est on dépasse simplement l'histoire de revenant, l'histoire divertissante, si vous voulez. Il y a quelque chose en plus. Et c'est ça que je trouve fabuleux. Alors aussi, je vous ai dit, toutes ces histoires existent déjà. Et vous comprenez, ces histoires existent déjà. Il n'est pas question de recopier l'histoire, mais d'en faire quelque chose d'autre, de se les réapproprier. Et c'est pas parce que vous changez les personnages, c'est pas parce que les personnages qui sont au départ chinois, parce que c'est des histoires pour la plupart chinoises, deviennent japonais que ça va tout changer. Mais non. Il y a une réécriture du conte pour lui donner un sens différent, nouveau. Et donc le recueil rappelle aussi que l'emprunt peut être une forme d'art. Mais alors attention, jamais à l'université, hein, parce que sinon ça s'appelle du plagiat. Voilà. Bon, en dernière chose, Akinari, par ses histoires absurdes de fantômes, fait beaucoup plus que nous divertir. En alliant poésie et littérature à ses récits fantastiques, il nous fait réfléchir sur les morts, sur la mort, et par là même sur la vie. Il nous rappelle que nos morts nous appartiennent, à nous qui sommes vivants. Je vous remercie et vous souhaite bonne lecture.